Bonjour Mickaël, nous sommes le dimanche 10 septembre 2023. Je viens de me rendre compte que ça fait plus de 6 semaines que je n'avais pas fait d'analyse du marché américain. L'été est passé super vite. Je pensais que ça faisait effectivement un petit bout de temps que je n'avais pas fait d'analyse, mais je ne m'étais pas rendu compte que ça faisait quasiment même 7 semaines, puisque la dernière date de toute fin juillet, autour du 30 juillet je crois bien. Donc écoutez, ça me fait très plaisir de vous retrouver pour donc cette nouvelle analyse du marché US. On va reprendre le rythme normal. Simplement, je ne ferai pas d'analyse fin septembre, puisque je serai au salon du trading le 22, donc le vendredi 22 septembre. Donc je vais prendre l'avion le mercredi soir, j'arriverai le jeudi matin en France, vendredi le salon, je passe le samedi à Paris et le dimanche matin je reprends l'avion direction Phoenix. Donc vraiment un saut de puce pour venir vous voir et également faire 2 interventions avec WHS, donc le broker luxembourgeois avec lequel je serai sur le stand donc du salon du trading le vendredi 22 septembre. Je vous présente également l'e-book que j'ai remis à jour. Donc j'y ai introduit 4 nouveaux chapitres dont le cover call. Il sera disponible d'ici 2 ou 3 jours. J'attends ce soir la dernière correction. J'ai remarqué 2-3 coquilles. Donc j'attends la dernière correction pour pouvoir le mettre en ligne sur Amazon. Et il sera également disponible sur le site de la Bourse sans stress dans la rubrique livres que vous pourrez trouver sur laboursesansstress.com. Avant également de commencer cette analyse, d'ici 48 heures, je vous mettrai donc une vidéo de formation aux options avec la volatilité historique et la volatilité implicite. Donc je continue de remettre à jour donc toutes les vidéos de formation gratuite aux options. Je vais retourner, donc j'ai déjà tourné une trentaine de vidéos, j'en ai encore une quinzaine à tourner pour vous distribuer ça au fur et à mesure. Je vais essayer de vous mettre une vidéo tous les 10 à 15 jours à peu près, pour garder le même rythme et donc reprendre toutes les vidéos de formation gratuite aux options. J'arrête mon bavardage, nous voici. Et non, j'ai oublié quelque chose de hyper important, ce sont les formations options. Donc première formation option du 4 au 7 novembre 2023 à l'hôtel Atrium à Roissy. Et donc la semaine d'après, donc le week-end du 11 et 12, on fera la deuxième session avec la formation expert au niveau des options. Je vous avais déjà mis les programmes sur le site communauté. Écoutez, je vous le mets également ici en direct, comme ça vous verrez un peu ce qu'on peut proposer pour la formation expert. Concernant la formation débutant niveau 1, vous avez le programme sur notre site internet que je vous mets ici maintenant à l'écran. Vous regardez un petit peu le programme et puis si ça vous intéresse, vous prenez rendez-vous, on discute pendant à peu près 30-45 minutes et puis je vois si effectivement la formation peut correspondre à vos attentes et surtout à vos besoins. C'est surtout notre prérequis pour vous accepter parmi nous, c'est de voir effectivement si cette formation répond effectivement à vos besoins pour faire fructifier votre capital boursier de façon raisonnée. Voilà. J'ai un petit peu de mal avec la reprise, veuillez m'excuser. Alors maintenant, ce que je vous propose, donc, c'est de regarder donc, le marché américain. On va faire ça assez rapidement, puisque bon, il n'y a pas grand chose à dire, il se passe pas grand chose. Alors au niveau du S&P 500, vous voyez que pour l'instant, on n'arrive pas ici à dépasser les 4600. On avait un point haut à 4601, 4610 à peu près. Et là, on n'arrive pas à revenir dessus. On est bloqué sur les 4450, on a fait un point bas ici à 4340, donc il y a à peu près une dizaine de jours. Là pour l'instant ici, honnêtement je ne sais pas trop ce qui va se passer. Si on vient casser ici donc ces fameux 4300, à mon avis il y a moyen d'aller chercher cette zone ici. On a ici une ligne de tendance à peu près à ce niveau là. Voilà ici, donc ligne de tendance ici, qui devrait correspondre dans quelques jours ici à peu près à la 200. Donc on aurait une zone de double support. Donc si on casse ces doubles supports, bon là clairement après on redescend sur les 4002, 4000. On pourrait peut-être même aller chercher dans un excès baissier les 3008. Alors je vous cache pas que moi ça me ferait du bien, parce que clairement quand vous voyez le VIX, pour nous c'est la grosse déprime depuis plusieurs mois au niveau des options. On fait pas grand chose depuis le mois de mars. Voilà, on ne traite pas beaucoup, ce qui n'empêche que le portefeuille écoutez, se porte plutôt bien. Écoutez, voilà, ce que je fais, c'est que je vous mets un petit track record de notre performance depuis le début de l'année. Vous voyez qu'elles ne sont pas du tout en retard par rapport au S&P 500, on a plutôt une bonne performance, donc on est assez content, malgré le fait que depuis 3-4 mois on fait pas grand chose. Alors on a quelques positions, puisque même si on est surtout des vendeurs de volatilité et en ce moment on n'est pas à la fête, pour être très franc, on a quand même des solutions pour trader avec un VIX qui est en dessous des 15. Là c'est vrai que quand on arrive autour des 12,50, 13, là il n'y a vraiment pas grand chose à faire à part des achats d'options. Mais bien sûr, les achats d'options, comme je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois,
on a quand même une tendance, une fâcheuse tendance à échouer dans 80% des cas, donc il faut être super bon en directionnel, ce qui n'est pas spécialement mon cas, c'est pour ça que je fais de la vente de volatilité, mais on arrive avec des stratégies créditrices, notamment des credit call, credit put spread, on arrive à monter quelques petites stratégies un peu sympas pour quand même aller chercher de la performance, même si le marché pour l'instant ne nous donne pas beaucoup d'éléments pour appliquer nos stratégies que nous enseignons pendant les formations. Alors je reviens sur le S&P 500, donc voilà, donc S&P 500, donc si effectivement on pouvait, moi ce qui m'arrangerait, casser la zone des 4003 ici, on pourrait avoir un petit excès baissier qui nous permettrait d'aller chercher donc de la volatilité et de commencer à bosser un peu avec nos options. Donc au niveau du Dow Jones, bon là il est quand même beaucoup moins percutant que le S&P 500. On avait cette zone ici de congestion qu'on avait dépassée là pendant à peu près un mois, on était parti un peu au-dessus et là on revient dans cette zone de congestion. Bon voilà, pour l'instant, donc on n'a pas cassé la 200, est-ce qu'on va retourner ici au 32 500? Écoutez, l'avenir nous le dira, mais pour l'instant, ouais, pas de surperformance au niveau du Dow Jones par rapport au S&P 500. Si je prends le QQQ, bon, on a quasiment un copier-coller du S&P 500, donc je vais pas m'attarder dessus. Au niveau du QQQ, le Russell 2000, donc les 2000 sociétés américaines qui composent cet indice, vous voyez que là, c'est pareil, je vais réduire un peu la fenêtre pour vous montrer que depuis quasiment début 2022, donc ça fait plus d'un an et demi maintenant, on est dans cette zone de congestion comprise entre les 160 et les 200. On n'arrive pas, ouais, 195, 200, on n'arrive pas à sortir de cette zone-là. Bon, c'est pas spécialement de bon augure, mais pour l'instant, voilà, on est dans cette zone-là et il n'y a pas grand chose à faire. Alors, si je prends maintenant les secteurs de la roue sectorielle, ça va aller assez vite. Vous voyez pourquoi? Parce que voilà, XLV, zone de congestion depuis maintenant août 2021. Ouais, donc là, ça fait 2 ans qu'il ne se passe pas grand-chose. Alors, on navigue effectivement entre les 125 et les 140. Donc, vous allez me dire, ça fait quand même, si par bonheur on achète au plus bas et qu'on vend au plus haut, ça fait que 13%. Vous savez comme moi, si vous faites de la bourse et que vous avez un minimum de bouteilles, qu'on n'achète jamais au plus bas et on vend jamais au plus haut. Ça, c'est dans les fantasmes, mais la réalité fait que on peut effectivement acheter sur des supports ici, avec peut-être la chance de repartir au niveau de la résistance, mais vous voyez que vous pouvez très bien acheter sur le support et puis vous arrêter en milieu de chemin et avoir une performance tout à fait assez déplorable. Donc pour l'instant, XLV n'a pas grand chose à faire. XLP, écoutez, je dirais qu'on prend les mêmes et on recommence. Voilà, donc secteur défensif. Donc voilà, donc depuis pareil, depuis août, juin, oui, même mai 2021, il se passe pas grand chose. Voilà, donc on est bloqué ici entre les 68 et les 78. Et pour l'instant, pas grand chose à faire. XLU. XLU, alors je suis un petit peu déçu d'XLU parce qu'on a notamment au niveau des prix d'énergie, du pétrole qui remonte pas mal. Et malgré tout, on voit que les utilities ne profitent pas ici donc des rebonds du pétrole. C'est un petit peu dommage, mais pour l'instant, donc au niveau des utilities, pas grand chose à faire non plus. Secteur défensif, j'aurais cru qu'effectivement ce secteur se serait défendu un petit peu mieux face à l'ambiance actuelle au niveau des marchés, mais malheureusement aujourd'hui les investisseurs ne se réfugient pas dans les utilities. Au niveau des financières, voilà, toujours cette zone de congestion, on n'arrive pas à en sortir, là, donc depuis avril 2022, donc un peu plus d'un an et demi, on est coincé entre les 29 et les 35. Voilà, donc on bouge pas, on est là, un coup on descend, on remonte, c'est assez compliqué. Alors, au niveau de XLK, les valeurs technologiques, donc bien sûr, très belle progression donc depuis le début de l'année, on est quand même aujourd'hui, même si on a une baisse ici, est quand même plus 44%, ce qui est quand même une très belle performance. Le S&P 500 est à quoi? Il est à 17, 18 je crois, non? Ouais, 17, voilà, donc on a quand même quasiment 3 fois la performance du S&P 500, et d'ailleurs le S&P 500 prend 16% parce que il est composé aujourd'hui principalement de valeurs technologiques qui ont explosé depuis le début de l'année. Donc je vais revenir sur XLK, voilà, donc toujours quand même en phase haussière, on a la 200 qui est quand même bien orientée à la hausse. Maintenant, il ne faudrait pas casser ici la zone des 163 pour ne pas repartir sur la zone des 150, puisque là on aurait, hop, j'ai bougé, hop, on aurait ici donc un double support. Donc si on casse la zone des 163, il y a quand même de grandes chances qu'on y aille rechercher la zone des 150 qu'il faudrait tenir. Donc c'est une zone qui est connue depuis maintenant, depuis juillet 2021. Donc cette zone a été travaillée à plusieurs reprises, aussi bien en support qu'en résistance. Donc cette zone est connue des 150. Donc voir après les réactions si jamais on devait revenir sur les 150.
Au niveau des materials, on a ici cette zone comprise entre les 85 et les 88, donc une zone de résistance qu'on n'arrive pas à percer. On a bien tenté ici d'aller chercher en février et là plus récemment au mois d'août, fin juillet, début août, cette zone ici de résistance, et la résistance a joué son rôle et donc on est reparti à la baisse. Voilà, on est sur des niveaux de cours maintenant de 2021. Vous voyez, donc ici, si vous aviez investi en avril 2021 sur les materials, et vous serez aujourd'hui au même niveau. Donc voilà, donc 2 ans et demi quasiment pour une performance de 0. Voilà. Les consumer discretionary, la belle progression aussi, 30% depuis le début de l'année. Et puis, oui, c'est ça, oui, à peu près. Si je reprends ici janvier, peut-être même un peu plus. Ouais, peut-être même un peu plus. Voilà, janvier ici. Donc, ouais, 36% au plus haut. Là, on a descendu à 33% pour l'instant. On était monté à 40% au plus haut, donc quasiment la performance du secteur donc des technologies. Pareil, on est toujours coincé entre ces 133 et ces 172 pour être précis, excusez-moi. Et pour l'instant, voilà, donc pas grand chose à faire. Si vraiment, décidément avec ma souris, il faut que je m'en mette dans le bain. Vous m'excuserez, mais là c'est un peu la pagaille pour la reprise au bout de 6 semaines. Enfin voilà, ça fait partie du jeu. Alors là, effectivement, il faudrait donc recasser cette zone ici pour aller rechercher les 191. Et si on cassait 191, là on pourrait espérer aller chercher les 212. Clairement, j'y crois pas des masses. Je suis quand même plutôt optimiste en général, mais là, vu les conditions de marché, etc., je suis pas spécialement super optimiste. Donc je pense que au maximum, on devrait ranger et si vraiment ça devait mal se passer, je pense qu'on partirait à la baisse. Mais en ce qui me concerne, je ne vois pas de hausse d'ici la fin de l'année. Je peux très bien me tromper, ce que je vous dis. Voilà, c'est juste mon avis personnel qui vaut ce qu'il vaut, c'est-à-dire rien. C'est juste ce que moi j'analyse. Après, j'aurais peut-être raison, j'aurais peut-être tort. Ça, j'ai une chance sur 2 de toute façon. Donc pour l'instant, donc au niveau de XLY, pas grand chose à faire puisque là on a été rejeté au niveau de la résistance. XLI, le domaine industriel. Donc on avait une belle zone de congestion qu'on a cassé ici au mois de juin. On est bien, donc on est monté sur un plus haut, je crois, historique. Ouais, voilà, donc on est monté sur un plus haut historique ici tout début août. Et puis hop, on est reparti à la baisse. Et donc là, on vient retester cette zone de tendance, cette ligne de tendance ici qui a servi, voilà, ici de résistance à plusieurs reprises. Là, a servi un petit peu de support et là, on revient également sur une zone de support. Voilà. Donc pour l'instant, cette ligne des 105 joue parfaitement son rôle. À voir ce que l'on va faire ici sur les 105. Est-ce qu'on va casser pour aller rechercher au minimum les 102, voire les 97, ou est-ce que une fois qu'on dépasse les 111, là on repartira haussier sur le domaine industriel. Là, pareil, mes espoirs sont assez peu fournis pour être très franc avec vous. Au niveau de l'énergie, écoutez, là, plutôt des belles performances. On est venu ici reprendre appui à plusieurs reprises sur la zone des 75 et là, on est bien reparti puisque là, si je vous prends ici l'échelle, là, on a quand même fait 22% depuis le mois de juin. Donc, en l'espace de 2 mois et demi, on a quand même pris 21% sur le domaine de l'énergie. On a vendu quelques puts, mais pas beaucoup, puisque malheureusement, les primes n'étaient pas terribles avec un VIX qui était relativement bas. Donc, on a réussi à prendre quelques positions avec un VIX, voilà, pas top, mais vu que les positions sont montées, enfin les valeurs sont montées, les sous-jacents, et donc on a pris nos primes assez rapidement. Voilà, qu'on n'a pas pris des grosses primes, mais on a pris des primes quand même. Voilà, c'est toujours ça. Donc c'est toujours important, notamment quand vous faites de la vente de put, donc ce qu'on appelle de la vente de volatilité, de choisir des secteurs qui surperforment. Ce qui vous permet quand même, malgré le fait que le VIX ne soit pas super haut, de pouvoir prendre des positions, alors très minimes, hyper sécurisées. C'est clair que dans ces cas-là, on ne prend pas les mêmes risques que d'habitude, on en prend beaucoup moins, parce que donc, le marché n'est pas avec nous, mais on essaye d'identifier des secteurs où globalement le marché va monter pour qu'on puisse sortir assez rapidement de nos ventes de put. C'est ce qu'on vous apprend dans les formations. Qu'est-ce qu'on a ici? XHB, le domaine des home builders. Alors là, home builders, c'est pareil. Donc là, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, depuis le début juin, je short ce marché. Alors là, j'ai effectivement, donc là j'ai pris ma peine puisque le marché est monté, donc j'étais short, donc j'étais pas bien. Là on a eu donc une zone de congestion ici entre, je vais dessiner ici, voilà, qu'on a une zone de congestion ici, donc qui a duré à peu près donc de la mi-juillet jusqu'à la mi-août, donc pendant un mois ici zone de congestion. Ici on s'est pris une méga belle bougie de baisse, donc là j'ai commencé à jubiler, à me dire
Super, ça y est, ça craque, je vais avoir raison. Alors j'ai eu raison pendant 3-4 jours, et puis hop, et le marché est remonté, on a quasiment été recherché un plus haut, on n'a pas dépassé, point important. Et puis bah là vous voyez que là on s'est repris une deuxième très belle bougie de baisse, deuxième coup de semonce, là pour l'instant on latéralise, et j'espère attendre la troisième bougie baissière, donc le troisième coup de semonce pour là définitivement repartir à la baisse. Je vous montrerai après les valeurs sur lesquelles je suis short en ce moment. Et je vais vous expliquer un petit peu mes positions. Donc au niveau donc des home builders, pour l'instant toujours haussier, même si on a eu deux avertissements assez importants avec des grosses baisses de plusieurs pourcents dans la journée. C'est pas anodin, donc je surveille comme le lait sur le feu. Justement, si je prends ici le domaine donc du real estate, vous voyez que, alors bizarrement, les home builders, donc tout ce qui construit des maisons, tout ce qui est autour, bah, c'est plutôt en hausse. Et le real estate, lui, est en baisse. Ouais, donc bah, les plus hauts sont de plus en plus bas. Alors pour l'instant, les plus bas ne sont pas de plus en plus bas, puisque là, on a un point bas 78 et on a une zone de support entre les 78 et 80 pour l'instant qui joue son rôle. Mais voilà, donc d'un côté, vous avez toute la partie home builders qui elle est en hausse et le real estate qui est en baisse. Il y a un peu une dissonance quand même qui se met en place et je sais que les marchés n'aiment pas trop les dissonances, surtout dans le contexte actuel avec une montée de taux relativement importante. Il n'est pas exclu qu'on ne se reprenne pas 0,5 points de base en septembre, peut-être en octobre. Je pense qu'il faut s'y attendre et là je pense que ça pourrait être un signal de baisse relativement important sur l'IMO américain. Donc je suis dessus, donc je suis dessus et je le suis puisque j'ai des positions short sur ce secteur. XRT, le domaine du retail. Bon, écoutez, si vous voulez shorter un secteur, je pense que le retail peut être un bon secteur. On peut aller chercher donc des valeurs qui composent XRT. Vous regardez celles qui se prennent des gadins et je pense que là il y a moyen d'aller shorter. Alors shorter, soit vous faites des ventes à découvert, soit vous faites des achats de put. En plus les achats de put en ce moment sont pas chers parce que le VIX n'est pas élevé. Donc ça peut être un petit moyen sympa d'aller chercher un peu de monnaie en achetant des puts pour jouer la baisse du retail. Je pense qu'il y a encore des bonnes affaires à faire dans ce domaine d'activité. Qu'est-ce qu'on peut aller voir? SMH, ça fait un petit bout de temps, je suis même pas sûr que Philippe vous en ait parlé la semaine dernière. Bah écoutez, SMH, pour l'instant, voilà, on bouge pas, on est sur les cours donc de fin mai, début juin. Ça monte, ça descend tranquillou, mais vous voyez que pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose sur le marché des semi-conducteurs. Qu'est-ce qu'on peut aller voir? Le pétrole. Alors le pétrole, ici, écoutez, c'est quand même pas mal, puisqu'on avait un point bas à 66, on est à 86 $ le baril pour l'instant, en l'espace de 2 mois et demi, donc plutôt une belle progression. Je vais reprendre ici, hop, voilà. On a fait quand même quasiment 30% de hausse sur le baril en l'espace de 3 mois. Donc c'est pas anodin. C'est d'ailleurs pour ça que nous on a pris quelques puts, notamment sur des valeurs pétrolières. Alors au niveau du pétrole, écoutez, c'est assez compliqué, c'est très géopolitique. Il y a une excellente analyse de Vincent Gann que vous trouverez sur internet. Je pourrais d'ailleurs peut-être vous mettre le lien en descriptif, qui a fait une très bonne analyse sur le pétrole il y a quelques temps. Si vous voulez vraiment avoir un point précis sur le pétrole, je vous conseille la vidéo de Vincent Gann qui a fait un très bon boulot là-dessus, donc je ne vais pas m'étendre plus que de raison. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder quelques ratios sur le taux des prix supérieurs aux moyennes mobiles à 200 jours. Je vais y arriver. Donc sur le Nasdaq, on voit qu'aujourd'hui, vous avez 66% des compagnies qui ont leur prix supérieur à leur moyenne mobile. Voilà, donc plutôt un bon chiffre concernant le Nasdaq. Au niveau du S&P 500, là on voit que c'est un peu moins la fête, puisque aujourd'hui vous avez que 48%, donc kiff on va dire, hein, vous avez 48% des sociétés qui ont leur prix qui est supérieur à leur moyenne mobile à 200 jours. On était monté quand même ici à plus de 75 il y a un mois et demi. Donc quand même une baisse relativement significative. Voilà, c'est toujours intéressant à regarder. Qu'est-ce qu'on a ici? Et après, donc c'est bon, j'ai plus de grand chose à vous montrer. Alors, ce que je voulais vous montrer également, c'était les positions sur lesquelles on était. Puisque bon, c'est important de vous montrer quand on gagne, mais quand on perd, faut vous le montrer aussi. Alors, DAL, Delta Airlines. Alors celle-ci, on la suit comme le lait sur le feu. Je vous en avais déjà parlé il y a pas mal de temps.
Donc on est engagé sur cette position ici sur un credit call spread, c'est-à-dire que j'ai vendu un call 40 et j'ai acheté un call 46 pour me protéger. Ça veut dire que dans cette configuration, si le prix dépasse les 46 à la date d'échéance, qui est le 15 septembre, donc qui est la semaine prochaine, je perds 600 $ par contrat que j'ai vendu. Alors un peu moins puisque je devrais déduire la prime que j'ai reçue, puisque là j'ai une stratégie créditrice. Donc là ici j'ai vendu un call et j'ai acheté un call. Malgré tout, ça me donne une position créditrice. Donc 600 $ de perte, moins la prime que j'ai reçue. Je crois que je devais être à peu près autour des 1,5$ de 150 $, donc je dois perdre 450 $ par position. Alors ce qui s'est passé, c'est que donc on a pris cette position. C'était il y a déjà un petit bout de temps, on était ici, le cours est monté, donc on a commencé à être en perte relativement tôt, à peu près ici, fin mai, début juin, on a commencé à être en perte malgré le fait qu'on n'ait pas atteint les 40 $. Là, effectivement, dès qu'on a dépassé les 40 $, on était en perte, et là on avait notre perte maximum de 600 $ par contrat. Donc le cours est monté. Bon, on n'était pas spécialement fiers, puisque c'est une position qui a été prise par plusieurs membres de la formation. Quand j'ai vu ici les différents RSI Momentum, bon, je voyais bien que c'était pas soutenable et qu'on allait baisser. Donc j'espérais revenir autour des 40 avant le 15 septembre. Bah, écoutez, je pense que les dieux de la baisse m'ont entendu. Je pense qu'ils ont dû apprécier les cierges que j'ai déposés. Et pour l'instant, bah, vous voyez que donc depuis le point haut ici, donc le 13 juillet à 40, quasiment à 50 $, hein, à quelques cents près, nous sommes en baisse. Et donc là, depuis 2 jours, bah, la bonne surprise, c'est que nos contrats, puisque là il n'y a plus de valeur temps, on est à une semaine de l'échéance, donc là il n'y a plus de valeur temps dans le calcul de la prime. Là pour l'instant on n'a que de la valeur intrinsèque. Vu que j'ai vendu mes contrats pour à peu près 1,50 $, c'est-à-dire que au-dessus de 41,50 $, je commence à être gagnant. Et ben vous voyez que ici depuis 3 jours je suis gagnant, pas de grand chose. Là pour l'instant je vais être à 35 ou 37 $ de gain. Mais si effectivement on continue de baisser en début de semaine et qu'on descend sous les 40, là les plus-values vont commencer à tomber de façon assez importante. Donc j'espère qu'avant jeudi, parce que je n'attendrai pas vendredi pour clôturer ma position, mais j'espère qu'avant jeudi, on va se rapprocher au maximum des 40, voire même aller en dessous des 40. J'espère bien un petit retour avec, il me faut 2% de baisse sur Delta Airlines pour être bien. Allez, avec une journée un petit peu énervée, je pense qu'on peut le faire assez rapidement. Et si effectivement là on redescend en dessous des 40, je pense que j'ai plusieurs contrats sur Delta Airlines. Je pense que je commencerai à solder 1 ou 2 contrats par 1 ou 2 contrats pour clôturer ma position jeudi au grand maximum avec des gains. Alors je vous dis pas que depuis ça fait 3 mois qu'on attend après ces gains. Ça a été assez compliqué, mais avec le temps, on arrive toujours à s'en sortir avec les options. Et si là, on était resté au-dessus des 40, on aurait roulé la position, puisqu'on a aussi des solutions pour sortir gagnant. Il faut juste du temps avec les options, c'est ça qui est bien. Qu'est-ce que j'ai ici à vous montrer? Alors, GameStop. Donc, j'avais annoncé que j'étais short sur GameStop. Alors sur GameStop, j'ai ici une vente à découvert à 17,57, on est à 17,71, donc j'ai été gagnant ici. Le cours est reparti très vite à la hausse, autour des 19,50. Donc là j'ai 200 actions à découvert, donc là j'avais écoutez, quasiment 200, j'avais quasiment de 400 à 500 $ de perte, ouais, 500-600 $ de perte à peu près sur cette position. Et donc là je suis encore en perte de 20 cents, donc de 40 $ à peu près sur GameStop. Bon, là quand je vois la tête du momentum, je pense qu'on a de grandes chances d'aller rechercher ici les 16 $. Donc là j'allégerai autour des 16 $ ma position, et puis je verrai s'il y a moyen peut-être d'aller chercher des gains supplémentaires avec les 100 actions qui me restera sur GameStop. Donc je voulais vous montrer ici donc les fameuses sociétés dont je short, donc qui sont liées aux home builders. Alors ici je vous présente PHM. Donc j'ai dû rentrer ici à peu près, donc quand ça a commencé à baisser, j'ai dû prendre mes positions baissières. Donc là ici j'ai acheté des puts. Malheureusement le cours est passé de 63 à 86, donc la valeur de mon put aujourd'hui vaut quasiment rien, donc je suis en perte sur cette valeur. Maintenant, j'ai des positions, je crois, à janvier. Ouais, c'est ça, janvier. Donc, j'ai encore 3 mois pour essayer d'avoir raison. Ici, donc, les coups de semonce de cette semaine et de la semaine dernière me disent que potentiellement, on pourrait repartir à la baisse. Donc, il suffit que ça baisse
voilà, gentiment que ça revienne autour des 70 pour que je commence à être gagnant sur cette position. Donc pour l'instant, de toute façon, j'ai notifié mon risque, puisque mon risque se limite à la prime que j'ai payée, donc que j'ai acheté un put. Je ne sais plus les prix que j'ai payés là sur cette position, mais clairement, mon risque est limité. Si je perds, eh ben, je perdrai la somme que j'ai investie. Je ne pourrai pas perdre plus, quoi qu'il arrive. BLDR, ici donc même punition, donc j'ai dû rentrer pareil à peu près. Je suis rentré, je pense, un petit peu plus tard, mais voilà, donc c'est reparti à l'os. On est passé de 120 à quasiment 156. On redescend ici autour des 140. Deux belles bougies baissières, donc deux coups de semonce ici. Bon, quand je regarde ici le momentum au niveau du RSI et MACD, à mon avis, on est plus dans une tendance baissière. Là, pareil, j'ai des contrats au mois de janvier, donc j'ai encore, on va dire, 4 mois pour avoir raison. Donc je pense que sur BLDR, on risque de repasser positif assez rapidement. J'ai également Toll Brothers ici, également en short. Là, je crois que je perds un petit peu plus, puisque là, ça descend pas, elle descend pas comme les deux précédentes que je vous ai présentées. Mais voilà, donc je suis investi également sur Toll Brothers, donc je vous tiendrai au courant de savoir si je sortirai en fin d'année en positif ou en négatif sur ces positions. De toute façon, toutes mes positions sont mises en direct sur le Discord, donc je ne cache absolument rien. Je voulais également revenir sur CRNX, puisque Philippe vous en a parlé la semaine dernière, en vous disant que c'était une valeur qui proposait donc des primes relativement intéressantes en vente de put, malgré le fait que le VIX soit relativement bas. Alors simplement, si vous avez un VIX qui est bas et que vous avez une société qui vous propose des primes relativement importantes en termes de vente de put, c'est qu'il y a un gros risque. Voilà. Donc à titre personnel, je ne suis pas rentré sur CRNX. À titre personnel, je ne suis pas rentré sur CRNX. J'attends, donc j'ai mis ici une alerte, vous voyez ici, autour des 15,31. Donc je vais attendre les 15,31 pour savoir si je rentre sur cette position. Alors il est clair que si je rentre là-dessus, c'est de la biotech, c'est hyper dangereux, c'est hyper volatile. C'est sûr que si je rentre là-dessus, je vais prendre très OTM pour me mettre un maximum en sécurité. Ça voudrait dire que même si je me fais assigner, j'aurai les actions en portefeuille pour un prix dérisoire et je vais jouer sur du pas trop long terme quand même. Donc je vais certes réduire ma prime, puisque si je vends fort OTM et que je vends court terme, je vais réduire l'impact de la prime que je vais recevoir. Par contre, je vais également réduire mon risque. Donc après, c'est un choix que vous faites. Mais moi, à titre personnel, pour l'instant, je ne suis pas encore rentré sur cette valeur que vous avez donnée, Philippe. Ça reste de toute façon une belle valeur, donc j'ai pas de souci avec ça, mais pour l'instant, pour moi, j'estime qu'il est un petit peu tôt pour rentrer sur cette valeur et on aura une meilleure prime si on vend un put autour des 15 $ qu'actuellement autour des 16 $, si vous connaissez un peu le calcul des différentes primes. Alors, au niveau des valeurs que je vais suivre, écoutez, je ne vais pas en suivre plus que ça en ce moment. J'avoue que je laisse passer les jours, je ne fais pas grand chose, c'est surtout le VIX qui m'intéresse. Donc tant que le VIX est bas, je ne fais pas grand chose. Je ne suis pas spécialement super à l'aise avec des achats d'options call ou put, puisque ça m'oblige à être directionnel. Et comme je ne sais pas où va aller le marché, j'ai quasiment, on va dire que dans ces cas-là, je mets 80% des probabilités contre moi. Et pour être très franc avec vous, je préfère avoir 80% avec moi que contre moi. Voilà. Donc j'ai fait un peu le tour, j'ai bafouillé, vous m'en excuserez, j'espère que la semaine prochaine j'aurai repris le rythme et que ça ira beaucoup mieux. Sur ce, trade safe, à bientôt, ciao, bye bye.